Bonsoir à tous, bienvenue à notre nouvelle conférence pratique dentaire de l'UFSBD. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions à tout moment en cliquant sur l'onglet Converser en bas de votre écran. Ce soir, nous allons évoquer un élément capital de notre métier, la relation patient. En effet, notre exercice ne consiste pas seulement à soigner, il est essentiel aussi de communiquer, bien évidemment pour donner un lien avec son patient, mais aussi pour l'informer, lui expliquer et donner des éléments de prévention. Pour cela, nous avons l'habitude du face-à-face au fauteuil, mais il existe aussi beaucoup d'autres moyens, dont les outils digitaux. Le confinement et la pandémie que nous vivons a permis de prendre conscience de l'importance de cette communication digitale au sein du cabinet dentaire, qu'elle soit à mettre en place ou à accentuer. Pour en parler, j'ai le plaisir ce soir de recevoir Monsieur Mathieu Roubert, directeur général et fondateur de l'entreprise Substance Active. Il va nous expliquer tous les intérêts et les avantages de cette communication digitale, mais aussi ses parts d'ombre, un petit peu comme la e-réputation ou la non-sécurisation des données. Mathieu, je te laisse la parole. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci Xavier. Donc, bienvenue ce soir pour notre événement sur la communication. Donc, l'idée ce soir, c'est de balayer un petit peu ensemble le parcours patient digital et notamment la situation qu'on a traversée tous ensemble de cette année 2020, un petit peu singulière, même très singulière, auquel on n'était pas du tout préparé. Donc, aujourd'hui, le parcours patient digital au cabinet dentaire, il va passer par plusieurs étapes. On va commencer par le site Internet, suivi par un passage en salle d'attente avec un programme de télévision, la gestion des avis, ainsi que les réseaux sociaux. Voilà. Et donc, on va regarder ensemble quels sont ces points d'étape et ces éléments. On va pouvoir interagir avec les patients, comment interagir avec eux et comment garder un lien, un contact à ces différents niveaux. Donc, petit retour rétrospective sur la temporalité des événements passés de cette année 2020 que j'ai découpé en trois phases, qu'on pourrait symboliser comme ça en trois phases. La première, c'est le confinement et la fermeture des cabinets dentaires. 55 jours, dont personne n'était bien entendu prévu, avait pu envisager ce genre de choses, et c'est arrivé d'un coup. Donc 55 jours de non-traitement pour tous les patients au niveau national, suivi dans un second temps avec une réouverture des cabinets dentaires, mais avec une gestion et une priorisation des urgences et des soins dentaires. Donc, il a fallu aussi adapter son exercice vis-à-vis de cela. Et aujourd'hui, ce deuxième confinement, cette fois-ci avec un maintien d'ouverture des cabinets dentaires. Donc, le constat qu'on a eu chez Substance Active, très rapidement au cours de ce premier confinement, c'est qu'en fait, on s'est aperçu qu'il y avait des chirurgiens qui étaient équipés, si je puis dire, qui avaient fait la démarche d'avoir un site Internet et ceux qui n'en avaient pas. Et donc, c'est vrai que le site Internet, pour ça, était un très, très bon moyen de communication à toute sa patientèle parce qu'en fait, il suffisait de mettre à jour son site Internet vis-à-vis du contexte pour pouvoir informer comment allaient être gérées les urgences de ces patients. À côté de ça, d'autres praticiens, d'autres cabinets dentaires qui n'étaient pas équipés de site Internet ont eu de ce fait plus de difficultés à pouvoir gérer ces urgences, à pouvoir entrer en contact avec tous les patients et surtout gérer tout le flux entrant des appels, je pense, qui ont été nombreux au cabinet dentaire. Donc, ce soir, on va regarder un petit peu ensemble comment on peut élaborer, comment a été élaborée cette gestion de communication efficace en temps de crise aux différentes étapes de ce confinement. Alors, comment on pourrait… concrètement, c'est vrai que, voilà, je l'ai dit juste un petit peu avant, le site Internet, clairement, c'est la pierre angulaire d'une communication efficace aujourd'hui digitale. Donc, c'est vrai que qu'est-ce qu'un bon site web? Un bon site web, c'est un site web qui est mis à jour régulièrement. C'est-à-dire qu'en fait, vis-à-vis du contexte qu'on a traversé lors du premier confinement, il fallait informer les patients que le cabinet était fermé, mais qu'il y avait un numéro de garde pour le cabinet, pour des urgences, et un numéro pour aussi les gardes au niveau départemental sur les préconisations du Conseil de l'ordre. Par la suite, un bon site web aussi, c'est un site web qui est mobile first. Alors, je vais utiliser quelques termes anglais ce soir, mais voilà, l'idée, c'est que je vais les traduire pour certains, mais voilà, d'autres se comprennent de même. Mais mobile first, ça veut dire qu'en fait, Google, aujourd'hui, considère que votre site Internet doit être d'abord et avant tout le mieux adapté pour un téléphone mobile. Et donc, on va voir quels sont les critères pour être mobile first. Le CTA, ce sont les call to action, ce sont les boutons qui appellent à l'action ou des liens qui appellent à l'action sur différentes pages du site. Donc, il faut viser bien entendu la première page Google. On reviendra dessus après
pourquoi et comment atteindre cette première page Google, où il y a 10 résultats de référencement naturel. Il faut un site web, bien entendu, sécurisé. Donc ça, pour ça, ça fait déjà quelques années que tout le monde s'y est mis. Donc, sécuriser un site web, c'est tout simplement le fait d'avoir un petit cadenas ou un vert en haut à gauche dans la barre, ou le fait que ça soit SSL. Hein, c'est un peu comme tout ce qu'on retrouve aujourd'hui. Tous les sites sont d'une manière sécurisée. Concrètement, Google, si jamais votre site web n'est pas sécurisé, il va considérer qu'il est potentiellement dangereux. Et donc, il va aussi, ça rentre dans les critères de référencement, il va considérer qu'il est potentiellement dangereux, il va moins bien le référencer que d'autres. Voilà. L'ergonomie du site web et son contenu pédagogique, donc en l'occurrence un contenu pédagogique validé par l'UFSBD, c'est important d'avoir du contenu qui est de manière qui est à jour et qui est réactualisé régulièrement, que ce soit par rapport à la pratique que vous avez, mais aussi par rapport aux avancées de la science dans le domaine, et ce qui est reconnu en tant qu'art dentaire. Donc voilà, ce sont les différents paramètres aujourd'hui qui font qu'un site web bien construit, voilà, ça permet d'être efficace et avoir une bonne communication. Et c'est vraiment la porte d'entrée du cabinet aujourd'hui. Il faut vraiment le considérer en tant que tel. C'est vraiment la première étape du parcours patient aujourd'hui digital. Ouais, je me permets de rebondir sur ce que tu viens d'évoquer, sur notamment les contenus pédagogiques dans la période de confinement qu'on a vécu, où en effet l'UFSBD avait sorti des fiches conseils, notamment pour expliquer, éviter le grignotage et puis aussi donner des conseils aux patients d'attente. J'interviens tout de suite sur la mise à jour. Cette mise à jour, quand on a un site web, est-ce que c'est le praticien qui met à jour ou est-ce qu'il se réfère à la société avec laquelle il a travaillé? Alors, tout dépend en fait du mode de fonctionnement et des agences et de la façon dont est construit le site. Mais globalement, nous, en tant qu'agence, typiquement, on préfère gérer ça pour nos clients. Donc, il suffit d'envoyer un email ou de passer un appel téléphonique et on fait les mises à jour et on prévient quand c'est fait. Sinon, bien entendu, les clients ont aussi la possibilité, et on le retrouve aussi dans d'autres agences, le fait de pouvoir modifier soi-même le site. Alors après, certains aiment ça et puis d'autres un petit peu moins. Mais c'est vrai que l'idée, c'est voilà, que ça soit fait en interne ou par l'agence. Il faut que le site web soit à jour et comme tu l'as dit, et suivre le contexte. Ouais. Parce que voilà, un site web qui présente on souhaite des bonnes vacances d'été alors qu'on est à Noël, c'est un petit peu dommage. Là, c'est juste pour une petite parenthèse, mais voilà, ça doit suivre le contexte en tout cas actuel de l'actualité et des soins. Bien sûr. Donc ici, on voit là sur cette slide-là une page d'accueil d'un site où on va retrouver certains éléments et donc ça va avoir une influence sur le référencement. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on voit sur cette page d'accueil? On voit dans un premier temps un bloc tout en haut de la page sous le menu, un bloc qui fait référence aux mesures prises par le cabinet et donc en référence aussi avec les préconisations du Conseil de l'Ordre vis-à-vis du protocole de réception des patients. Et donc ce protocole-là de réception des patients, il est important de le donner en information aux patients pour gagner du temps, tout simplement parce qu'ils ont besoin de savoir comment aujourd'hui ça se passe dans un cabinet dentaire, d'être réassurés. Voilà. Donc, de venir avec un minimum d'effets personnels, que le téléphone portable ne sont pas autorisés, qu'il faut venir avec un Mac, ça paraît évident maintenant, mais lorsqu'on était à la sortie du premier confinement, ce n'était pas si évident que ça et il fallait avoir ce genre de communication pour tous les patients qui allaient venir dans les jours et semaines à venir au cabinet. On voit aussi une vidéo en page d'accueil où là, on explique que voilà, le cabinet a mis des protocoles en place vis-à-vis de son personnel, mais aussi dans l'intérêt des patients, et notamment sur l'asepsie et l'hygiène. On sait que les cabinets dentaires sont des cabinets qui sont formés et qui sont plutôt en avance par rapport à d'autres cabinets sur la partie hygiène et asepsie, et donc il fallait le mettre aussi en avant. Donc on a développé des vidéos qui vont dans ce sens-là, qui sont à libre disposition de tous les chirurgiens et orthodontistes pour expliquer aux patients les protocoles qui sont mis en place. Donc ces vidéos-là, on les a développées, et l'intérêt d'avoir une vidéo en page d'accueil d'un site web, c'est qu'en fait, Google va analyser le fait que le patient ou l'internaute passe du temps sur cette page d'accueil. Il va regarder la vidéo, il va regarder les protocoles, et donc il va considérer que ça a de l'intérêt pour la personne qui vient visiter la page. Si jamais on fait un aller-retour sur une page et que ça dure 5 secondes, ça a moins de poids qu'une page où on reste 1 minute à la lire ou à regarder une vidéo. On voit aussi en bas à gauche un petit bouton qui permet de prendre des rendez-vous ou tout simplement de lancer un appel téléphonique ou d'entrer en contact avec le cabinet. Donc ça, ce sont des call to action, donc des petits boutons qui permettent de lancer un appel téléphonique pour une version mobile. Voilà, donc la version mobile, elle se présente comme ça, elle est différente. Elle a des boutons qui sont différents de la version qu'on peut retrouver sur un ordinateur de bureau. Et donc, il faudrait adapter le contenu pour la version mobile. Alors, mobile first, clairement, si le site web, il est comme ça, adapté
à un téléphone mobile, eh bien, Google va le considérer comme un très bon critère pour le référencement. Donc, c'est vrai qu'un site web qui s'affiche bien et vraiment d'une manière optimisée pour le mobile, c'est très important. Et on s'aperçoit donc sur la partie droite qu'on a un menu qui est aussi un peu différent, avec des prises de rendez-vous en ligne ou tout simplement des boutons aussi en fonction du contexte. Donc, lorsqu'on est sur un téléphone mobile, c'est plus pour lancer un appel téléphonique, pour prendre un rendez-vous en ligne ou pour se rendre au cabinet et donc voir quelle est l'adresse du cabinet. Voilà, donc ça rentre dans l'algorithme de Google du référencement, sachant que des critères, il y en a énormément et on va en parler juste après. Donc, la première page Google. Alors, ce qu'il faut considérer déjà dans un premier temps, c'est que Google représente 97-98% des recherches en France. Donc, autant se dire qu'il faut être référencé Google, Google, sauf à vouloir se différencier, hein, bien entendu. Mais dans ce cas-là, Yahoo et Bing ont moins d'impact et ne représentent que 3% des recherches faites en France. Donc, 97% pour Google France, sachant que moins de 10% se rendent sur la page numéro 2. Donc, vous voyez l'intérêt d'être présent avec un site web en première page. Quels sont les critères à prendre en compte et comment être bien référencé? C'est ce qu'on vient de voir en partie, donc avec la partie version mobile first, le fait de sécuriser son site web. Mais aussi, il faut savoir que votre site web doit être chargé, ou du moins la page d'accueil, en moins de 3 secondes. Voilà. Donc, il y a beaucoup de critères qui rentrent en compte, sachant que Google change son algorithme à peu près 500 fois par an. Voilà, donc c'est plus d'une fois par jour. Et si vous croisez quelqu'un, un webmaster, une agence, ou même des spécialistes du référencement et qui vous garantissent la première page, méfiez-vous. Voilà, il faut toujours se poser la bonne question. Quelqu'un qui vous dit qu'il vous garantit la première page, clairement, c'est quelqu'un qui dit qu'il maîtrise Google. Et moi, aujourd'hui, enfin, chez nous, chez Substance Active, on considère quand même que Google, c'est plutôt lui qui maîtrise tout et pas nous. Donc, forcément, le challenge, c'est de faire en sorte d'être en première page Google, mais on ne peut pas garantir, et personne ne peut garantir une première page Google en référencement naturel. Quels sont les autres canaux complémentaires avec lesquels on peut interagir vis-à-vis des patients? Donc, on s'est rendu compte que pendant le confinement, il a fallu bien entendu informer les patients et informer les patients, tous les patients du cabinet. Et donc, c'est vrai qu'il fallait avoir une information un petit peu de masse. Donc, le site web, c'était plus de manière passive, donc à disposition des patients qui viendraient sur le site Internet. Mais à côté de ça, on a d'autres canaux susceptibles de pouvoir contacter les patients, et notamment la newsletter. Donc, c'est vrai qu'envoyer une newsletter à tous ces patients en expliquant le protocole qui est mis en place pour les recevoir dans les bonnes conditions, eh ben, c'est un vrai plus. Ça permet de gagner du temps. Ça permet de gagner du temps à plusieurs niveaux sur la façon dont on va les recevoir, la façon dont ils doivent se préparer, faire des bains de bouche, venir avec le minimum d'effets personnels, avec un masque, signaler s'ils ont de la fièvre, ce genre d'informations. Ça évitera bien entendu des déconvenus le jour J au cabinet. À côté de ça, les patients aujourd'hui, ils sont comme vous et nous, et moi, ils sont aussi présents sur les réseaux sociaux. Et de ce fait, les réseaux sociaux sont un canal de communication avec les patients. Donc, on retrouve principalement la page Facebook, voilà, et aussi le compte Instagram qui permet de diffuser des informations de manière factuelle, des choses qu'on va retrouver tout simplement sur le cabinet, mais de manière factuelle sur ces deux plateformes à disposition des patients, parce qu'aujourd'hui, ces patients, ils se trouvent sur les réseaux sociaux comme nous tous. Est-ce qu'on a une législation sur le Facebook et l'Instagram? Alors, à proprement dit, il n'y a pas vraiment de législation. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'en fait, c'est comme le site web. C'est-à-dire que quand le site web est apparu, il y a une législation et une charte qui a été mise en place. Sur Facebook et Instagram, aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait le cas. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que ça reste un canal d'information. Voilà. On doit rester factuel et donner des clés d'information pour l'intérêt de ces patients, tout simplement. Voilà, c'est pas voilà, il faut distinguer ça de la publicité. Ce n'est pas de la publicité. On reste sur un domaine factuel et d'information à disposition des patients. Les patients aujourd'hui, ils sont sur Internet, ils sont sur le web, mais ils sont aussi sur Facebook et sur Instagram. Et au niveau des newsletters, tu préconises d'en envoyer régulièrement. À quel intervalle de temps? Voilà, alors c'est vrai qu'on a là-dessus, nous, ce qu'on préconise, c'est à peu près entre 4 et 6 news, maximum 6, vraiment. 6, c'est un grand maximum, et 4, c'est bien. Donc 4, ça équivaut à une par trimestre, donc tous les 3 mois. Si on en fait 6, c'est tous les 2 mois, ou alors on peut essayer d'en faire 4 et puis couper un petit peu l'été. Mais voilà, il ne faut pas trop en faire parce que faut garder à l'esprit que les patients, ils sont déjà, comme nous tous, sollicités par énormément de publicités ou de newsletters dans leur boîte mail. Il faut vraiment avoir du contenu aussi intéressant à leur fournir.
Et je pense que 4, c'est raisonnablement… C'est un bon chiffre pour justement donner de l'information sur les nouveautés du cabinet, sur l'activité et sur ce qu'il faut faire par rapport à sa santé bucco-dentaire. Voilà. OK. Je rebondis donc justement là-dessus, sur le fait qu'on a vu pendant et juste après le confinement apparaître des questionnaires sur les sites web. Donc, c'est vrai que la grande peur, c'était d'avoir un patient atteint du Covid qui arrive au cabinet ou qui soit fiévreux ou qui ait eu le Covid peu de jours avant et donc de potentiellement contaminer l'équipe du cabinet ou d'autres patients. Donc, ces questionnaires, ils sont apparus un peu partout. Hein. Le gouvernement en a mis en place, tout le monde en a mis en place. Et donc, le principe était simple. Hein. C'était une dizaine de questions, savoir est-ce que vous êtes fiévreux, est-ce que vous avez de la toux, ce genre de choses. Donc, ces questionnaires sont apparus notamment sur des plateformes de type Google Forms ou autres, sur les sites Internet. Et c'est vrai que ça a rendu service. Hein. Globalement, ça a rendu service. Tout le monde a pu en bénéficier. On a même vu le ministre de la Santé autoriser pendant un certain laps de temps la téléconsultation sur WhatsApp et sur Skype. Donc, ça a rendu les services. On était dans l'urgence et il fallait vraiment aujourd'hui répondre à cette demande à la suite du confinement. Maintenant, on est 6 mois après le premier confinement et clairement, on ne peut pas dire qu'il faut continuer. Enfin, je ne crois pas qu'il y ait encore de médecins généralistes ou de cabinets médicaux qui organisent des téléconsultations sur WhatsApp ou sur Skype. Voilà. Hein, donc, il y a des plateformes qui existent pour ça, qui respectent la législation. C'est 100% numérique. Mais voilà, il ne faut pas continuer à garder ces formulaires en ligne parce que c'est des données de santé de patients et personne n'a envie de savoir que ces données de santé, elles peuvent se balader à gauche ou à droite sans avoir le respect de la législation ou du RGPD. Donc, c'est vrai qu'on a créé pour ça chez Substance Active pendant le confinement parce qu'on savait qu'il y allait avoir cette problématique. On a créé un questionnaire médical 100% en ligne qui respecte la réglementation, qui est hébergé en France chez OVH sur les hébergements de données de santé. Et donc, de ce fait, voilà, aujourd'hui, j'ai envie de dire, on a pallié dans un premier temps l'urgence avec ces questionnaires-là, les Google Forms et les WhatsApp et tout le reste. Maintenant, on ne peut pas laisser traîner pendant 6 mois encore ce genre de questionnaires sur les sites web. Il faut reprendre la main dessus et assurer un minimum de confidentialité pour ces patients. Tu me confirmes bien que donc les hébergements sécurisés existent, ont été mis en place, existent. Tout à fait. Oui, oui, exactement. En fait, alors, les hébergements de données de santé, ça fait longtemps que ça existe. Hein. Google est même aussi accrédité hébergement de données de santé. Maintenant, lorsque un particulier, toi, moi, où on fait un Google Form, un formulaire Oui, simple oui. chez Google, ça passe pas par l'hébergement de données de santé. Donc, c'est vrai qu'il vaut mieux passer par des applications ou des entreprises qui ont des systèmes d'hébergement de données de santé, typiquement Doctolib ou d'autres, hein, il y en a plein dans les sociétés, ont des hébergements de données de santé. Les logiciels de cabine dentaire, pour certains qui sont dans le cloud, sont aussi HDS. Donc voilà, il faut vraiment passer par ce genre d'entreprise et de solutions parce que ça garantit quand même la confidentialité, la sécurité des données. OK, on n'est que sur du nom, du prénom, est-ce que vous avez de la fièvre ou des choses comme ça, mais si on va un peu plus loin, voilà, on n'a pas envie de demain un système soit mis à jour et on puisse retrouver les données de patients. Voilà, tout simplement, je pense que d'ailleurs à ce sujet, Évident, ouais. la donnée de patient aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est très convoité par les hackers. Hein. Clairement, ça a plus de valeur sur le dark web qu'une carte bleue. Hein. Donc, c'est pour donner un peu le niveau. On en a vu hein, des informations comme ça sur du piratage informatique de données de santé. On en voit régulièrement. Et le dernier en date, je crois que c'était un gros piratage comme ça. C'était l'hôpital à Singapour et puis un autre aussi en Angleterre. Voilà, donc ce sont des cibles de hackers. Bon, là, on n'est que sur du nom, du prénom. Mais voilà, il faut quand même, à notre échelle, participer à ça. Très bien. Alors, la salle d'attente réinventée, clairement, la salle d'attente, c'est le parcours du soin, le parcours digital du patient. Après le site web, après avoir fait une première rencontre ensemble sur Internet, bien entendu, vient la salle d'attente. Alors, la salle d'attente, elle a été fermée pendant la sortie du premier confinement. Clairement, les préconisations du Conseil de l'ordre, c'était on vient à l'heure, on vient sans effet personnel et on ne patiente pas en salle d'attente. Voilà. Donc maintenant, ça s'est un petit peu assoupli avec des protocoles différents, c'est-à-dire qu'il faut espacer les patients, que ce soit dans la journée, en nombre de patients vus dans la journée, mais aussi en salle d'attente. Mais aussi, il a fallu retirer à côté de ça tout ce qui était papier et magazine en salle d'attente. Donc c'est vrai que si jamais il n'y a plus de papier, plus de magazine, plus de téléphone portable, qu'on a 1 ou 2 patients en salle d'attente, clairement, il faut aujourd'hui mettre un système comme les vidéos pédagogiques en salle d'attente
parce que c'est le meilleur moment pour informer les patients. C'est le meilleur moment parce qu'ils sont disponibles pour ça, ils ont du temps pour ça, ça les concerne. C'est le meilleur moment pour les sensibiliser sur les différents traitements bucco-dentaires et la prévention. Et il faut une application qui permette de gérer ce qui est diffusé en salle d'attente. Il ne s'agit pas de mettre une clé USB avec des vidéos qui tournent en boucle. C'est bien, déjà, ça remplit une première fonction. Mais l'idée, c'est aussi de mettre à jour ce qui tourne régulièrement sur ce programme télé en salle d'attente, un peu comme Spotify, quand on mettrait à jour une playlist de musique. Ben, l'idée, c'est d'avoir une application en ligne qui permet de gérer ce qui est diffusé en salle d'attente et donc de pouvoir adapter le contenu en fonction du contexte. Donc typiquement, tous nos clients ont pu bénéficier très rapidement de toutes les vidéos concernant les gestes barrières, mais aussi les protocoles mis en place pour les cabinets dentaires vis-à-vis du Covid et pour rassurer sur l'hygiène et l'asepsie avec l'équipe du cabinet. Voilà. Ça permet de gagner du temps aussi médical. Je sais qu'aujourd'hui, les journées elles sont un peu difficiles pendant les cabinets dentaires. On voit moins de patients, on fait des rendez-vous plus longs, on porte un masque FFP2 toute la journée. C'est difficile et donc c'est vrai que d'avoir aussi une communication aussi orale qu'on l'avait avant, vous puissiez l'avoir avant le confinement, ça permet de gagner du temps, d'expliquer certaines choses qui des fois sont un peu complexes à comprendre. Moi, j'ai une salle d'attente, mais qui n'est pas extrêmement grande. Et donc, de mettre une belle télé comme ça horizontale, ce ne serait pas possible pour moi. Est-ce que je peux avoir la même chose en version verticale? Alors, on vient de le faire. C'est très récent, Xavier. Ah ben, très bien. Ouais, merci. On vient de le faire. On a repris tout notre contenu et on l'a mis en format vertical. Donc, c'est vrai ça prend un peu moins de place. Et donc, on a fait la même chose en version verticale. Donc, voilà, donc c'est adaptable format horizontal, vertical, toujours sans son. Voilà, l'idée, c'est aussi de ne pas être intrusif et de ne pas déranger les patients qui n'ont pas envie d'être dérangés par des vidéos ou des soins dentaires. Donc, voilà, là, on reste sur l'image très sobre, très simple, sans son. Voilà. OK. Dans le parcours patient, on va attaquer un gros morceau qui est d'actualité aujourd'hui, qui est la fiche Google My Business. Donc, la fiche Google My Business, c'est quelque chose qu'on retrouve sur Google lorsque vous tapez votre nom ou le nom d'un commerce, d'un restaurant, d'un hôtel. C'est sur la partie droite, tel qu'on le voit ici, là. Donc, en fait, on voit le nom de l'entité, son plan, son numéro de téléphone et on voit aussi des avis. Donc, les avis Google, ce sont généralement des patients qui les déposent. D'accord. Le constat qu'on a fait chez Substance Active, c'est qu'au cours de ces 18-24 derniers mois, on a de plus en plus de patients qui déposent d'avis sur les fiches des praticiens. Des praticiens qui ne savent pas forcément qu'il existe une fiche Google My Business à leur nom, qui n'en ont pas la propriété, parce que on peut récupérer la propriété de sa fiche, d'accord, et la gérer. Et c'est vrai que j'ai envie de dire, c'est compliqué lorsqu'on ne sait pas qu'on a une fiche et qu'on a des avis qui sont déposés dessus, et notamment si jamais ces avis sont négatifs, diffamatoires ou autres. Donc, dans un premier temps, nous, ce qu'on conseille tout de suite, c'est vraiment de récupérer la propriété de votre fiche, si vous ne l'avez pas. Vous récupérez cette propriété-là, et puis vous regardez un petit peu comment elle est complétée ou pas, parce qu'il peut y avoir aussi des fausses informations. Il faut les corriger, et dans ce cas-là, vous apportez les corrections nécessaires. Et si jamais il y a des avis négatifs ou positifs, on vous invite aussi à y répondre. Donc, sur une fiche Google My Business, on va retrouver plusieurs choses. On va retrouver le logo, les photos du cabinet, des photos qu'on peut mettre, hein, bien entendu, ce n'est pas une obligation, mais c'est des photos qu'on peut. Plus vous complétez une fiche Google My Business, et mieux elle est renseignée, et mieux ça sera aussi pour le patient, parce qu'aujourd'hui, si les patients déposent des avis sur les fiches Google My Business, ils vont aussi les consulter pour beaucoup. Voilà. Donc, c'est important d'avoir une fiche Google My Business bien complète et bien remplie. Et donc, on va retrouver les horaires d'ouverture, le numéro de téléphone, le site web s'il y en a un, le lien pour les prises de rendez-vous en ligne, le plan d'accès, les photos, je l'ai dit, et puis les avis des patients qui vont être lus par d'autres patients. Et globalement, si jamais vous y répondez, vos réponses seront lues aussi. Pardon. Voilà. Donc, l'intérêt vraiment de répondre à des avis patients, c'est que votre réponse compte tout autant. Et donc, il est important de pouvoir répondre aux avis des patients. Voilà. Tu me confirmes bien qu'à la base, c'est Google qui gère ton nom et qui l'inscrit, que toi, tu découvres après que en fait, tu es référencé. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. En fait, ce qui se passe, c'est que Google, lui, il développe des solutions. Hein. Clairement, il développe plusieurs solutions. Il y a Google My Business, il y en a eu d'autres avant et il y en aura d'autres encore après. Et ce qu'il souhaite, c'est donner de l'information pertinente aux gens qui viennent sur son moteur de recherche.
pourquoi il développe Google My Business? Concrètement, comment il le fait? C'est qu'il va agréger différentes données qu'il va récupérer là, en parcourant le web. Donc, il a des robots qui parcourent le web, et ces robots, ils parcourent le web de chez Doctolib, de chez Page Jaune, des annuaires, des différentes informations. Il va s'apercevoir qu'il y a un praticien qui est installé chez un dentiste, il va créer sa fiche automatiquement pour lui, sans information autre que ce qu'il va récupérer. Il va essayer de recouper ça avec d'autres systèmes d'information. Et puis, à un moment donné, pim, un premier avis, deuxième avis, troisième avis, parce que tout simplement, les patients, notamment ceux qui sont sur Android Phone, reçoivent des notifications de Google pour leur demander, voilà, vous êtes dernièrement allé à tel restaurant ou à tel cabinet, est-ce qu'il y a un accès PMR, est-ce qu'on y propose tel type de service, ainsi de suite, et les internautes répondent en fait. Et donc, ils répondent, mais ils donnent des avis aussi pour certains. Et puis, globalement, après, ils reçoivent un email aussi de Google en leur disant, voilà, votre photo que vous avez publiée sur telle fiche ou tel avis que vous avez déposé a été vue 5000 fois. Donc, en fait, ça donne de l'importance aussi aux personnes qui donnent, et on s'aperçoit que les personnes qui donnent des avis ont des statuts. Il y en a qui déposent 265 avis, ont un statut justement, et donc de ce fait-là, eux ont plus de poids que d'autres sur le référencement de Google My Business. Voilà, donc c'est vrai que c'est difficile d'y échapper. Nous, ce qu'on préconise, c'est sûr que je pense que tout le monde a autre chose à faire que d'aller chercher des avis ou du moins se dire, voilà, il faut que j'aille surveiller mes avis, savoir ce qui est dit sur moi ou des choses comme ça. Mais c'est un phénomène qui aujourd'hui prend de l'ampleur et ne pas le considérer et se dire je ne m'en occupe pas, c'est plutôt néfaste. Voilà. Globalement, les statistiques là-dessus, elles sont très claires. C'est que des avis négatifs, que ce soit sur un praticien ou peu importe, hein, des avis négatifs déposés par quelqu'un vont générer 25% de moins de visites de ceux qui vont pouvoir le lire derrière. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, ça a un impact. Il ne faut pas le déconsidérer. Au contraire, il faut le considérer et apporter un élément de réponse en face de ça. Donc, les avis négatifs, on peut toujours demander la suppression. Hein. Donc, 99% des cas, Google ne supprime pas l'avis. Il n'y a que certains critères sur lesquels ils vont entrer en compte pour être supprimés. Donc, ce sont des avis, par exemple, diffamatoires ou à caractère haineux, des choses comme ça. Donc, on peut toujours demander la suppression, mais globalement, comme je vous l'ai dit, 99% des cas, les avis ne sont pas supprimés. Il vaut mieux, dans ce cas-là, et c'est la solution qu'on préconise, c'est-à-dire qu'en fait, plutôt que de se dire je vais lutter contre et me déréférencer ou ne pas avoir de fiche Google ou ne pas répondre aux avis, il vaut mieux envisager de demander, ou du moins d'avoir des patients qui déposent des avis positifs ou du moins des avis sur votre cabinet, parce que globalement, c'est comme ça qu'on s'en rend compte, c'est qu'un patient qui n'est pas content, il dépose facilement un avis, alors que les patients qui sont majoritairement contents, et c'est la globalité des patients qui passent en cabinet dentaire, eux ne déposent pas d'avis. Et pourquoi ils ne déposent pas d'avis? Parce qu'on ne leur a pas demandé, tout simplement, et que ce n'est pas naturel en soi. Si jamais tout le monde dépose des avis positifs, ça se saurait. Ce n'est pas le cas. Voilà. Donc, nous, on préconise plutôt de travailler dans ce sens-là, d'avoir des avis qui soient le reflet de votre activité et pas juste un ou deux avis, ils peuvent se balader et qui ne soient pas le reflet de l'activité du cabinet. Voilà. Donc, c'est très compliqué. C'est quelque chose que je comprends qui prend du temps. Et dans ce cas-là, il vaut mieux le déléguer avec des systèmes automatisés. Il y a plein de systèmes qui permettent d'automatiser ce genre de choses. On en a un chez Substance Active qui s'appelle Active Review et qui permet en fait de sonder les patients, d'avoir des retours, des feedbacks. Et c'est très, très bien apprécié de la part des patients parce que ça participe à la perception qu'ils ont des soins du cabinet et ça permet de progresser et d'améliorer ses points d'amélioration. Voilà. Enfin, c'est un petit peu répétitif ce que je dis, mais voilà. Non, c'est clair. Clair. C'est clair. Très bien. C'est clair, et avoir un avis négatif, c'est quand même assez décourageant. Même si souvent c'est lié à un problème de communication avec le patient, justement de communication verbale, ça met toujours un coup Mais un coup, au tout à fait, praticien. tout à fait. Non, non, mais clairement, nous, on a conçu cette application-là parce qu'on avait des clients et des praticiens qui nous appelaient et qui vivaient très, très mal. C'est-à-dire que de découvrir qu'on a un avis négatif d'ailleurs, des fois, on ne sait même pas si c'est le patient du cabinet parce que souvent, ce sont des pseudonymes. Et donc, c'est compliqué à vivre parce que on vient t'attaquer un petit peu sur ton intégrité, sur ta façon de travailler, porter un jugement sur quelque chose de médical d'un patient qui ne connaît pas. Et c'est compliqué il ne peut pas d'ailleurs, ce patient, porter, mais c'est son appréciation.
c'est sa perception. Comme tu l'as dit, c'est une relation de confiance et de communication. Ouais. Donc, c'est vrai que là-dessus, lorsque les patients vont lire les autres avis de patients, d'accord, ils savent très bien qu'il faut en laisser aussi. Hein, faut pas, on est tous là-dedans, on le sait tous. Il y en a qui sont à prendre en compte et d'autres qui ne sont pas à en prendre en compte. Et c'est pour ça que votre élément de réponse, les réponses que vous pouvez apporter à des avis, que ce soit positifs ou négatifs, comptent autant que l'avis qui est déposé par le patient. Voilà. Donc, il ne s'agit pas de rentrer non plus dans les détails lorsqu'il s'agit d'un avis négatif, mais au moins d'apporter des éléments de réponse de manière générale. Et de toute façon, globalement, tous les cabinets le font, c'est-à-dire recevoir les patients dans les meilleures conditions pour apporter les meilleurs soins possibles. Bon, ben voilà. Après, on n'est pas à l'abri de tous de commettre une erreur de temps en temps, que ce soit de communication ou autre. Voilà. Et du coup, est-ce que tu conseilles aussi de répondre aux avis positifs, de remercier parce qu'en fait, le négatif, on va essayer de se défendre, et le positif, bon, bah, on l'accepte, et puis voilà. Mais est-ce que justement, il est conseillé aussi d'y répondre? Exactement, tout à fait. Il est conseillé d'y répondre parce que déjà, il faut savoir que lorsqu'on apporte une réponse à un avis, la personne qui a déposé l'avis est prévenue que vous allez apporter une réponse, soit positif ou négatif. Et le fait d'apporter une réponse, même un avis positif, ben voilà, il faut le dire que c'est un accusé d'inception en communication, tout simplement. Donc, je pense que toute l'équipe d'un cabinet dentaire apprécie d'avoir des avis positifs. Des fois, ça se concrétise en cabinet avec des bouquets de fleurs ou des chocolats. Mais voilà, aujourd'hui, ça se fait aussi sur Google. Et donc, ça se remercie. Voilà, tout simplement, on dit merci et je pense que tout le monde est content à ce niveau-là. L'influence des avis, bah, ça apporte aussi sur le référencement. Voilà, typiquement, là, j'ai mis une carte Google Maps. Lorsqu'aujourd'hui, on tape le nom d'un commerce, d'une entité, d'un praticien, d'un cabinet, on a comment l'affichage sur Google, c'est on a des liens sponsorisés en haut, bon, qui sont bien entendu, comme on ne va pas aborder le sujet, mais qui ne sont pas autorisés aujourd'hui pour les praticiens. Mais on a aussi une fiche, on a une carte de géolocalisation qui apparaît. On a 3 résultats naturels qui apparaissent sur cette carte et après on a les référencements naturels. Et donc c'est vrai que le fait d'avoir une fiche complétée Google My Business avec des avis, des avis, pas que des étoiles, hein, des avis et des commentaires, d'accord, complété à jour avec des commentaires et des avis, va venir influencer sur le référencement local. Là, j'ai mis une petite capture d'une fiche d'un praticien qui est situé sur Paris 15e arrondissement et qui est référencé sur le mot-clé dentiste Paris. Voilà. Et donc, en fait, dentiste Paris, c'est quelque chose qu'on va retrouver. Il a à peu près 80 ou 100 avis, j'ai plus le chiffre en tête exact. Mais en fait, avec ce nombre d'avis déposés sur sa fiche et les commentaires des patients, on va retrouver souvent le mot dentiste, équipe, Paris, et ben, ce praticien il va être référencé localement un peu plus large que l'arrondissement où il se situe. Donc, il se situe Paris 15e, mais on voit que ça va jusqu'à Châtenay-Malabry, jusqu'à Meudon. Et donc, sur ce mot-clé-là, il va être référencé. Donc, ça a une influence sur le référencement local. Et donc, forcément, si jamais vous avez aussi un site web, c'est aussi bon pour votre site Internet. Voilà. On arrive sur la fin, Xavier. 32 minutes, tu vois, montre en main, c'est pas mal. Parfait, parfait, parfait. Voilà. Je veux juste 33. rappeler à nos participants que s'ils veulent poser des questions, parce qu'il y a notamment un participant qui a levé la main, mais on ne peut pas lui donner la parole, donc il faut qu'il nous pose sa question sur l'onglet questions-réponses et je vais me faire l'intermédiaire. Donc, sinon, j'ai donc quelques questions que je te pose. Quelle connexion y a-t-il entre la prise de rendez-vous sur le site et l'agenda du logiciel métier? Alors, en fait, l'agenda du logiciel métier, certains logiciels métiers permettent justement de la prise de rendez-vous en ligne. C'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir interfacer les deux, d'accord? Et sinon, il y a une application, enfin, si j'ai bien compris la question, hein, sinon, il y a aussi la solution Doctolib qui permet globalement, aujourd'hui, il n'y a que lui qui fait de la prise de rendez-vous en ligne en France. Enfin, c'est un des leaders, mais voilà. Donc, on a soit Doctolib, soit votre logiciel métier. Et ce logiciel métier, pour certains, propose de prendre de rendez-vous en ligne. Donc, il suffit de s'adresser à son agence web et de leur demander d'intégrer, de se mettre en relation avec le logiciel métier qui va pouvoir permettre la prise de rendez-vous en ligne. Voilà. Donc, c'est possible aussi à travers le logiciel métier sur un site web. Et
Et l'autre question, c'est comment demander la suppression de propos diffamatoires d'un pseudo inconnu ou d'un nom inconnu, en tout cas de notre fichier patient au cabinet, et donc qui donne un commentaire sur Google. Pour Google, voilà. Donc sur Google, en fait, au niveau de l'avis, vous avez un petit drapeau qui se situe dans le coin à droite, juste au niveau de l'avis de la personne. Et donc ce petit drapeau, il faut cliquer dessus. Et là, vous avez la possibilité de signaler l'avis. Et lorsque vous signalez l'avis, Google va vous demander pourquoi vous signalez l'avis et quelle est la catégorie dans laquelle entre cet avis, s'il est diffamatoire, à caractère haineux, s'il fait la promotion d'une marque, ce genre de choses. Alors, vous demandez la suppression. Hein, globalement, comme je l'ai dit, 99% des cas, Google ne va pas le supprimer. Dans certains cas, il va le supprimer parce qu'il va quand même faire sa petite enquête. Hein, donc, il va vérifier que cette personne-là, c'est pas juste une personne qui a déposé qu'un avis négatif et qui n'existe pas. Et, voilà. Donc, ils ont des process là-dessus en interne. Des fois, on a des contacts, nous aussi, avec Google, directement par téléphone. Donc, on leur explique. Bon, c'est compliqué. Hein, généralement, on n'obtient pas gain de cause. Après, il y a la voie judiciaire aussi, passer par un avocat. Donc, on a déjà fait aussi appel à des avocats pour nos clients, pour certains. C'est long, c'est coûteux et sans garantie de résultat non plus. Voilà. On a vu un cas passer dernièrement dans la presse où une praticienne a eu gain de cause sur un avis qui était aussi diffamatoire. Donc, elle a eu gain de cause, mais pas à cause de l'avis, le texte qui était diffamatoire. Elle a eu gain de cause parce qu'en fait, la patiente avait demandé à sa sœur de déposer l'avis pour elle. Voilà. Donc ça, typiquement, voilà, ça s'est passé. Mais je pense que ça a pris énormément de temps et ça a coûté de l'argent, forcément, aussi, en face de ça. Donc, bon, l'idéal, c'est typiquement, lorsque c'est un pseudo et qu'on ne reconnaît pas et qu'on sait, enfin, on ne peut pas savoir que c'est un patient du cabinet ou non, il faut y répondre en tant que tel en disant « Nous sommes désolés, on ne vous connaît pas sous ce pseudonyme. Votre avis ne peut pas être pris en compte. » Voilà. Et juste apporter cet élément de réponse en disant que sous un pseudonyme, on ne peut pas reconnaître si c'est un patient ou non du cabinet, déjà, c'est un élément de réponse et ça permettra aux autres internautes qui viendront voir cet avis négatif de voir que c'est un pseudonyme, que c'est forcément que c'est peut-être un faux avis, un fake avis. Quoi. Voilà, ça existe. On peut préciser ça, nous, en tant que praticiens, on peut dire, même si c'est sous un nom, par exemple, si c'est publié sous un nom et pas un pseudonyme un peu tarabiscoté, qu'on ne connaît pas ce patient et que… Tout à fait, tout à fait. En fait, tout à fait, Xavier. Il faut apporter un élément de réponse, hein, et même si ce n'est pas un pseudonyme et que ce patient ne le connaît pas, il faut répondre en face. Alors, nous, on déconseille de rentrer dans le détail. Hein. Il ne s'agit pas d'envenimer les choses, hein, d'accord, ça n'apportera rien. Donc, il vaut mieux rester plutôt généraliste. Hein. Le patient, lorsqu'il vient déposer, ou cette personne, lorsqu'elle vient déposer un avis, vient sur quelque chose de très précis, en règle générale. Donc, apporter une réponse d'une manière générale, voilà, et pas sur le détail sur lequel cette personne est venue déposer son avis, mais rester plutôt général. Voilà. Après, comme je l'ai dit, hein, tout le monde fait preuve de discernement en la question, hein, parce que ces avis-là, ça porte préjudice, ça pose problème pour tout le monde. Donc, on sait très bien qu'il y a du vrai et du faux, et donc il faut en laisser à côté. Ok. Parfait. Non, Alors après, comment faire pour changer les photos sur la page, je pense que ça doit être sur notre page de site. En effet, donc la personne dit en effet, il y a 4 ans, j'ai changé de cabinet, mais il présente… Ah non, ça doit être sur le site, sur la page Google, justement. En effet, il y a 4 ans que j'ai changé de cabinet, mais il présente toujours les premières photos du cabinet précédent. OK. Alors, ce qu'il faut faire, c'est vous rendre donc sur Internet, taper Google My Business dans le moteur de recherche. Vous allez voir apparaître le site web de Google My Business. Vous rentrez sur Google My Business et là, vous allez vous allez revendiquer votre établissement parce qu'a priori, vous n'avez pas la main dessus, vous n'êtes pas propriétaire de l'établissement. Donc, vous revendiquez l'établissement en tapant le nom de l'établissement. Donc, si c'est Dr Xavier Brackvelt, je prends par exemple, je tape Dr Xavier Brackvelt, ça va apparaître dans la liste, je clique dessus. Et à ce moment-là, je dis, c'est mon établissement, je veux pouvoir le mettre à jour. Et donc, il y aura tout un process qui va être mis en place, plus ou moins automatisé de la part de Google, pour s'assurer que vous êtes bien propriétaire de cet établissement. Donc, premier process, ça va être sans doute un appel téléphonique. Donc, si le numéro de téléphone est référencé et qu'il est correct, ça va s'animer un appel téléphonique qui va vous donner un code et vous allez devoir
ressaisir le code sur Internet par rapport à l'appel reçu de Google. Si jamais le numéro de téléphone n'est pas confirmé, dans ce cas-là, il va envoyer une petite carte postale avec un code aussi à l'adresse postale. Et donc, à réception de cette carte postale, vous saisissez le code à nouveau dans la procédure de revendication de la fiche et vous allez pouvoir récupérer la propriété de la fiche. Voilà. Donc, ce sont souvent les deux systèmes qui fonctionnent très bien. Après, si jamais vous êtes déjà propriétaire de la fiche, c'est plus simple. Il suffit tout simplement de vous rendre de nouveau sur Google My Business, de gérer votre établissement, donc il va apparaître dans le listing, et donc de mettre à jour les photos du cabinet. Mettre à jour les photos de l'extérieur, c'est plus compliqué parce que là, c'est Google qui intervient et même si on en propose, bien souvent, il ne les prend pas en compte. D'accord. Alors, bon, la dame répond par j'ai pu changer le numéro de téléphone, mais pas les photos. Alors, je ne sais pas si c'est les photos du cabinet intérieur ou si c'est les photos extérieures. Bon, mais changer le numéro de téléphone, en fait, il y a des suggestions qui peuvent être faites. Donc, peut-être que vous n'êtes pas propriétaire de votre fiche Google My Business, vous avez suggéré des modifications. Google les prend en considération de temps en temps. Donc, c'est vrai qu'il faut faire attention. On a vu des dentistes transformés en orthodontistes ou des dentistes transformés en stomatologues par les suggestions d'internautes. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il faut veiller à ça et faire attention. Donc, moi, ce que je pense, c'est que vous n'avez pas encore la main sur votre fiche. Vous avez suggéré une modification qui a été prise en compte, a priori. Mais pour modifier les photos, il faut vraiment être propriétaire de l'établissement. Non, alors, elle confirme que c'est des photos intérieures du cabinet. Donc ça, c'est vraiment, je pense, un lien qu'il faut qu'elle essaye de mettre en place avec Google. Tout à fait, tout à fait. Exactement. Vraiment, connectez-vous sur Google My Business et puis revendiquer la fiche. Voilà. Et d'ailleurs, je rebondis sur quelque chose, c'est qu'on a proposé un audit pour ceux qui sont intéressés par la suite. Je crois qu'il y a un petit formulaire à remplir. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Tout Donc, à fait. En donnant vos données de mail et de nom et prénom, un audit pourra être effectué. Et je peux réagir peut-être pour cette dame, pour cette consoeur. Moi, il m'est arrivé la même chose où en fait j'étais référencé comme stomatologue et je dois avouer que je me suis battu pas mal. J'ai dû envoyer plusieurs mails pour transformer l'appellation. Bon, ben voilà, donc sinon, vous nous contactez, enfin, on a l'habitude. On n'a pas de canal privilégié chez Google, mais voilà, j'aimerais bien en avoir un, parce que ce serait plus pratique quand même, parce que finalement, on fait un peu le travail à ce niveau-là. On fait leur travail. Donc, Ouais. bon, voilà. Ouais. Et il y a une question encore, mais je pense qu'on y a déjà un petit peu répondu, en tout cas tu l'y as répondu, c'est si on a des avis négatifs déposés par des pseudonymes, donc des gens que l'on ne peut pas du tout identifier. Alors la personne parle de concurrents, de confrères. Oui. Et, du coup, ne ferait pas preuve de confraternité. Et donc, comment ils peuvent lutter contre ces avis négatifs parce que Google refuse de communiquer l'identité de ces gens. Oui, alors Alors, ça là-dessus, peut être ça pas forcément des confrères, en fait, ça peut être juste quelqu'un. oui, on ne sait pas, on sait pas. Il y a une sorte de pseudo-anonymat en fait, Oui, et c'est ça. c'est problématique là-dessus. Mais on le voit, c'est pas que chez Google, c'est sur Twitter, sur Facebook, sur plein d'autres choses. Globalement, on a un client qui a poussé un petit peu le truc, qui a engagé les procédures, qui a gagné en fait contre Google. Donc ça passe. Alors c'est très long. Il faut imaginer que ça passe par Google France qui après transmet à Google Irlande. Donc le temps que ça passe de Google France à Google Irlande, déjà, il se passe un certain temps. Une fois que ça atteint Google Irlande, à ce moment-là, Google envoie des adresses IP, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, on envoie les adresses IP. Donc les adresses IP, ce sont les adresses, notre adresse informatique sur Internet, mais qui change. Donc il renvoie les adresses IP aux praticiens, enfin du moins à l'avocat, au conseil du cabinet. Une fois qu'on a l'adresse IP, il faut s'adresser à l'opérateur. Et là, l'opérateur, il n'est pas tenu de vous fournir l'identité de la personne. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on commence par Google et après, on se retrouve avec l'opérateur. Et l'opérateur, lui aussi, il a autre chose à faire, en fait. Il s'en fiche. On a déposé des avis diffamatoires, que ce soit concurrent, pas concurrent ou pas. Il a autre chose à faire et puis il ne donne pas de suite non plus aux demandes. Donc, c'est très complexe sur la voie juridique. Maintenant, Si c'est une persécution assez importante, est-ce qu'on peut avoir sinon recours avec la police? ben oui, alors de toute façon, on peut toujours déposer plainte tout à fait dans un commissariat.
pour diffamation, d'accord? De toute façon, la procédure est presque obligatoire. Je veux dire, si on veut prendre un conseil et aller au tribunal, hein, donc c'est la première chose à faire. Mais globalement, voilà, c'est vrai que déposer plainte et informer la personne aussi qu'elle a un risque, un encours à ce niveau-là, ça peut aussi dissuader de déposer d'autres avis ou tout simplement de le faire retirer. Hein. Globalement, une personne qui dépose un avis peut aussi le retirer, son avis. Donc, c'est vrai qu'il faut pour ça y répondre. Voilà. Il ne s'agit pas d'aller frontalement au combat sur Google parce que ça n'aurait pas d'intérêt pour le cabinet, pour le praticien, ni pour la personne en face. Mais il faut apporter un élément de réponse assez ferme. Pourquoi pas, si jamais on sait que c'est que des pseudonymes et qu'il y a un acharnement à ce niveau-là. Voilà. Et puis après, nos stratégies, c'est comme je l'ai dit, c'est plutôt essayer de noyer avec des avis plutôt positifs qui sont la majorité en fait des patients qui sont satisfaits du cabinet. Mais bon, c'est vrai qu'après là-dessus, ce combat ou ce genre de choses, ça se pratique sur Google, mais ça se pratique aussi à d'autres niveaux, et donc c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Ouais. Une autre question, c'est à cause pareil, toujours sur la fiche Google, à cause de téléphones erronés, ils ont inversé des téléphones de praticiens et du coup, les patients appellent mais ne tombent pas sur le praticien espéré. Et donc, ils ont visiblement, la personne le signale, l'a déjà signalé plusieurs fois, mais n'arrive pas à avoir gain de cause, n'arrive pas à avoir la correction. Ok, pareil. Là, ici, il ne s'agit pas de faire une suggestion de modification et de mise à jour. Il s'agit de revendiquer votre fiche, ou du moins de revendiquer cette fiche-là. Si jamais il y a plusieurs praticiens, que ce soit le même cabinet, dans ce cas-là, il faut une fiche par praticien. C'est ce que préconise aussi Google. Hein. Typiquement, l'idée, c'est d'avoir une fiche par praticien, et donc chacun son numéro de téléphone avec la même adresse, mais chacun son numéro de téléphone, et puis pourquoi pas une fiche pour l'entité globale du cabinet. Voilà. Donc ça dépend après de la structure qui est derrière. Mais en tout cas, une fiche par praticien, c'est plus sûr et ça évite ce genre de déconvenus. Et après, elle parle aussi de fiches, enfin de numéros de téléphone, de fiches qui pourraient être données via d'autres sites, des sortes d'annuaires dentaires ou de répertoires, en tout cas médicaux. Alors, c'est vrai qu'on peut retrouver, alors, bon, Google aujourd'hui, c'est lui qui est en haut de la tête d'affiche, hein, c'est lui qui a cette suprématie d'avis sur Internet. Maintenant, il y a d'autres annuaires, d'autres solutions qui existent, qui sont moins visibles, hein, comme Yelp ou d'autres systèmes. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'en fait, voilà, faut travailler avec le premier, hein, Google, donc c'est très important parce que voilà, c'est lui qui représente 97% des recherches en France et donc les résultats qui sont affichés. Il va bien entendu mettre en avant ses résultats à lui avant de mettre les résultats des autres, mais ça sous-entend aussi une chose, c'est que si demain vous n'avez pas de site web, si vous ne gérez pas votre fiche, parce qu'on tape votre nom, ben, vous allez être surpris de voir tous les résultats qui s'affichent. Et tous les résultats qui s'affichent, ce sont souvent, comme tu viens de le dire, Xavier, et comme l'a souligné cette praticienne, des annuaires. Des annuaires ou des applications ou d'autres systèmes qui référencent tous les praticiens. Et donc, dans le lot, il y en a plein. Il y a Doctolib, il y a Page Jaune, et il y a d'autres annuaires. Et des fois, on retrouve des informations qui sont complètement erronées vous concernant. Typiquement, moi, c'est pour ça que je vous préconise le site web, parce que le site web, c'est le premier élément et il va être référencé en votre nom et vous allez pouvoir maîtriser les premiers résultats qui s'affichent sur votre nom. Si jamais ce n'est pas le cas, eh ben, on a le risque d'arriver sur un annuaire avec un faux numéro de téléphone, une fausse adresse, voire des numéros surtaxés ou du détournement de patients qui vous recherchent tout simplement. Donc, vraiment, maîtriser cette réputation et ce référencement de la page Google avec votre nom. Et le minimum, si vous ne voulez pas de site web, c'est au moins la fiche Google My Business qui vous assure qu'elle soit bien remplie et qu'elle corresponde à votre activité et au moins à vos coordonnées téléphoniques. Ouais. Oui, je pense que c'est important ce que tu viens d'évoquer. Et donc, que le site web, ce n'est pas seulement sa vitrine de cabinet, que c'est aussi pour permettre de gérer tous ces problèmes-là autour. Tout à fait, tout à fait. C'est reprendre en fait en main sa réputation, hein, et c'est donc maîtriser les résultats qui sont affichés vous concernant. Si vous ne le faites pas, c'est d'autres qui vont le faire à votre place. Alors souvent, ce sont des sociétés de tierces qui gagnent de l'argent d'ailleurs, hein, en fait, avec votre nom, avec des numéros surtaxés ou avec des services qui ne vont peut-être pas aboutir chez vous. Hein.
Très bien. J'ai une dernière question, mais que je ne comprends pas trop. Est-ce que faire des posts sur sa fiche est utile ou pas? Alors, oui, je vois très bien de quoi il s'agit. Donc, Ah, en fait, très bien. ouais, sur Google My Business, bon, il y a plein de fonctionnalités sur Google My Business, dont une qui permet en fait de faire des posts, donc des posts, c'est-à-dire faire une sorte d'actualité de blog, je sais pas, D'accord. de 6 phrases sur ce qui est en cours, on va dire, en cabinet. Donc, typiquement, voilà, l'intérêt d'avoir une fiche Google My Business et de faire un post pendant le confinement ou post-confinement, c'est tout simplement que lorsqu'on va taper le nom du praticien ou le nom du cabinet, tout de suite, en dessous de la fiche, on va avoir, par exemple, le protocole d'accueil en disant, voilà, le cabinet est ouvert, on accepte de prendre des patients pour certains soins dentaires ou pour les urgences avec des protocoles mis en place. Donc, c'est vrai que ça permet de donner une information tout de suite sur la première page de Google, juste en dessous de son encart de Google My Business. Maintenant, de poster. Donc, un post, ça dure à peu près 15 jours. Lorsqu'on fait un post sur Google My Business, il reste à peu près 15 jours affichés en dessous de sa fiche. Maintenant, est-ce que poster de manière régulière, j'ai envie de dire oui, ça va forcément, ça va dans le bon sens, c'est-à-dire que ça va dans le sens de Google en tout cas, hein, et Google fonctionne comme ça. C'est-à-dire que plus vous travaillez avec ces solutions et plus vous travaillez avec ce qu'ils vous proposent, et mieux ils vous référencent. Maintenant, vous dire quel est le gain de référencement par rapport à cela, c'est compliqué. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, son algorithme, il y en a 500 par an. Il y a une multiplicité de critères qui font qu'on est bien référencé et ce n'est pas un critère pris seul qui va faire ça. Donc c'est vrai que si on multiplie tous ces critères sur le référencement, forcément le poste peut avoir une influence. Très bien. Voilà. Ben écoute, j'ai plus de questions. C'est beaucoup Super. d'informations. Merci d'avoir participé à notre webinaire. Merci Merci à tous. à tous nos spectateurs. Je vous rappelle que donc la semaine prochaine, on peut se retrouver à 18h30, jeudi prochain aussi, pour une nouvelle conférence à nouveau de pratique dentaire qui aura pour thème de bien vivre les actualités réglementaires, conjuguer obligation, optimisation et sérénité. Donc, connaître bien toute la réglementation et toute l'activité réglementaire que l'on doit mettre en place au sein du cabinet dentaire. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée et puis je reprendrai terme. Prenez bien soin de vous. Oui, prenez soin de vous et de vos patients. Bonne soirée. Voilà, bonne soirée.